de poste dans la fonction publique ont-ils raison de toujours manifester? Ils sont dans leur rôle. Les fonctionnaires sont toujours inquiets, notamment les représentants des syndicats. Donc c'est un rapport de force qui se met en place pour pouvoir faire pression sur le gouvernement, quand bien même, et vous l'avez dit, le président de la République a annoncé qu'il n'y aurait pas de suppression de postes. Vous êtes en plein travail au Sénat ces temps-ci, comme souvent, avec plusieurs projets de loi, et notamment l'école de la confiance portée par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Quel est votre positionnement sur ce projet de loi qui, là aussi, fait grincer des dents du côté de l'Éducation nationale? Alors, je rappelle que ce projet de loi, ce sont les savoirs fondamentaux pour tous, c'est l'école obligatoire à 3 ans, l'innovation pour s'adapter aux besoins des territoires, l'amélioration de la gestion des ressources humaines et puis la simplification du système éducatif. Alors, ce projet de loi qui arrive maintenant au Sénat a fait l'objet de beaucoup de discussions en commission. Je suis moi-même vice-président de la commission culture et éducation et c'est moi qui vais porter le projet de loi pour le compte de mon groupe. Nous sommes en train de trouver un certain nombre de compromis. L'article 6 avait été supprimé, mais il va être réécrit. S'agissant de l'école obligatoire à 3 ans, vous devez vous en douter que ça pose un problème en Guyane. Vu le boom démographique, les mères ne seront dans l'incapacité à la rentrée scolaire d'accueillir les enfants de 3 ans, puisque en France hexagonale, la mesure semble symbolique, c'est 90% des enfants sont déjà scolarisés en France hexagonale, même plus, 98%. Alors qu'en Guyane, il y a 25%, voire 30% dans certaines zones, plus encore dans d'autres zones isolées, qui ne le sont pas. Alors j'ai proposé un amendement pour que l'on puisse reporter cette mesure soit en 2021 et avec un compromis du gouvernement au plus tard en 2020, le temps que les communes aient les moyens logistiques, d'ingénierie et financiers pour pouvoir construire les écoles, pour accueillir les classes, en tous les cas, pour accueillir les enfants de l'âge de 3 ans, puisque ça deviendra une mesure obligatoire. Vous pensez que les communes en Guyane auront le temps, en si peu de temps, d'ici 2021 Je l'ai expliqué au gouvernement. J'ai dit qu'il faut aussi adapter les normes, notamment en matière d'architecture, au niveau des procédures des appels d'offres qui semblent parfois trop contraints et trop longs. Le gouvernement n'a pas le sentiment de penser que ma proposition de 2021 semble convenable. Alors, 2021 ou 2020, il y aura une pression très forte pour pouvoir ouvrir les classes. Alors, je rappelle quand même que dans les communes isolées, les communes rurales, l'État finance à 100%. Et sur les zones, sur le littoral, 80%. Donc, la pression en Guyane, elle pourra se faire de quelle façon ? La pression, c'est-à-dire sur les communes pour construire les écoles. Moi, je ne sais pas. Il appartiendra aux collectivités, aux maires qui sont les premiers concernés, de faire ce qu'il faut pour interpeller aussi le gouvernement. Moi, je ferai passer un amendement et j'espère que le gouvernement donnera un avis favorable, et aussi le Sénat. Vous savez que la configuration sénatoriale est très particulière, il faut souvent négocier, la droite et le centre, la droite est ultra majoritaire au Sénat, trouver un bon compromis pour qu'il n'y ait pas de rentrée scolaire pour les enfants, rendue obligatoire pour les enfants de 3 ans à la rentrée de 2019, c'est impossible. Antoine Karam, vous êtes monté au créneau suite à la dernière hausse des prix des carburants. On est passé de 1,48 en février à 1,70 au 1er mai. Vous voulez mettre fin au monopole de la SARA, c'est ça ? Écoutez, ça fait des années que je le dis. Il y a eu des premiers mouvements en 2008 pour les fameux 50 centimes. Il y a un véritable monopole. Et moi, je ne souhaite pas qu'on touche aux taxes qui sont votées par l'ex-région dont je fus président pendant très longtemps et aujourd'hui par la CTG, parce que non seulement elles n'ont jamais augmenté depuis plus d'une dizaine d'années, mais ensuite vous savez comme moi que ces taxes sont indispensables, nécessaires pour construire, réaliser et surtout pour aménager et entretenir les routes, dont une grosse partie qui étaient des routes nationales sont devenues des routes de la collectivité territoriale. Il n'est pas question qu'on touche à ça. Alors il faut maintenant s'attaquer au monopole. Je ne comprends pas pourquoi il y a un 20 centimes à 30 centimes d'écart entre l'essence en Martinique et en Guadeloupe, quand bien même que l'essence doit être transportée par bateau et tout. Il faut que la SARA se mette autour du table. Moi, je prône une rencontre
multipartenariale pour que, une fois pour toutes, on puisse trouver une juste solution, parce qu'à chaque fois, on mettra en avant le prix du Brent, les conflits en Iran, tout ce qui se passe au Venezuela et tout, qui conduit à une augmentation incessante du prix du Brent et de l'augmentation de l'essence. Est-ce qu'il y a un moyen, à la fois que ce soit l'État qui prenne en charge, ou en tout cas qui puisse gommer ces fluctuations internationales ? On l'a déjà proposé au plus haut niveau. L'État ne semble pas entendre cette proposition, mais aujourd'hui, le mode de calcul est complètement obsolète et largement insatisfaisant. Et tout cela relève des prix trop élevés qu'il y a en Outre-mer et ce décalage, ce différentiel. Alors, vous allez me dire qu'en France hexagonale, l'essence coûte plus cher, et notamment à Paris en ce moment, mais c'est pas parce que l'essence coûte plus cher à Paris qu'il faut absolument que l'essence coûte très cher en Guyane. C'est d'autant plus que nous n'avons pas la chance, nous, comme au niveau hexagonal, d'avoir des transports organisés, comme cela se passe dans les grandes métropoles, dans les grandes villes de France hexagonale. Et sachant que la Guyane est un des territoires les plus pauvres de France. Et non seulement les plus pauvres, mais aussi les plus enclavés. Y a-t-il, Rodolphe Alexandre, qui était ici même à ce micro hier matin, veut donner la parole aux Guyanais sur le dossier de la Montagne d'Or. Le référendum, c'est la solution de la dernière chance ? Alors, c'est dans l'air du temps. S'agissant de la Montagne d'Or, vous avez observé que j'ai toujours pris une mesure mesurée. D'abord, moi, je ne mélange pas la Montagne d'Or avec l'activité aurifère, dont je pense qu'elle est nécessaire pour le développement économique de la Guyane. On ne peut pas d'un côté dire que nous avons de très fortes potentialités, de notre sous-sol, au niveau de la mer et de notre forêt, et qu'en même temps, nous ne puissions pas avoir un minimum d'activité industrielle. La Guyane, c'est un pays de transferts sociaux, d'économie informelle, et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui, il y a 40% de chômage qui touche les jeunes et près de 30% qui touche la population active. Je pense sincèrement que le projet Montagne d'Or n'était pas un projet qui avait bien mûri, réfléchi. Et du reste, pour tout vous dire, entre la déclaration du président de la République lorsqu'il était ministre et aussi beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts, et lorsqu'il est devenu président, il a quand même eu dans son cabinet, enfin plutôt dans son ministère, une des plus fortes personnalités de défense de l'environnement. Je veux parler de Nicolas Hulot. Ensuite, il y a eu M. de Rugy, qui est actuellement ministre. Et puis même sur la liste LREM, il y a M. Pascal Canfin. Donc, vous avez comme moi entendu sa déclaration. Je pense qu'il faut rester vigilant. Les questions de fiscalité ne sont pas réglées. Un certain nombre de problèmes ne le sont pas non plus. Et les ressources et les retombées que nous pourrions obtenir, d'ailleurs, même les patrons de la Montagne d'Or, à ce jour, n'ont pas déposé un dossier cohérent sur la table du gouvernement. Mais s'il faut interroger la population guyanaise, pourquoi pas? Moi, je suis tout à fait d'accord. Un référendum, donc, dans les mois à venir, ce serait quelque chose qui pourrait départager Vous savez que c'est dans l'air du temps, le RIC, le RIP, mais nous avons la possibilité d'avoir une consultation populaire sur ce sujet. Moi, je ne suis pas... Il faut que, de toute façon, en dernier recours, c'est toujours la population qui doit trancher. Certains ont tendance à opposer orpaillage légal et illégal ces derniers temps. L'orpaillage illégal est une plaie pour la Guyane? Mais c'est plus qu'une plaie. 12 tonnes d'or sortent de notre sous-sol chaque année. 10 tonnes disparaissent dans la nature, enfin pas dans la nature, vers les autres pays où il y a des contois d'or, je parle du Brésil et du Suriname. C'est une perte sèche pour la Guyane et c'est une destruction de notre environnement. Moi, je pense que l'armée française est une des plus grandes armées du monde. Quand bien même qu'il y ait des efforts qui soient faits pour pouvoir éradiquer l'orpaillage clandestin, parce que c'est une véritable guérilla forestière, les Garimperos sont très forts, sont très doués, et je peux vous dire que là, il faut mettre des moyens supplémentaires pour éradiquer l'orpaillage clandestin une fois pour toutes, parce que la Guyane, c'est une mauvaise image qu'elle véhicule dans le monde par le fait que nous sommes sur un territoire en principe protégé, où nous sommes l'oxygène du monde, mais en même temps, sous notre forêt, eh bien, il y a des destructions massives et qui sont de nature à détruire notre pays. Il y a eu Anaconda, il y a eu Harpie 2. Oui. C'est pas suffisant aujourd'hui. Pourtant, on voit il y a plusieurs centaines de militaires qui sont déployés, des légionnaires également. Alors, plusieurs centaines de militaires, mais il y a plus de 10... Alors, moi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on nous dit entre 10 000 et 15 000, parfois même, on dit même 20 000 Garimperos qui sont dans la nature et qui frappent notre territoire. Il faut mettre encore d'autres moyens, encore supplémentaires.
c'est pas si l'État français a la volonté, elle semble l'avoir, mais si l'État veut vraiment éradiquer l'orpaillage clandestin, bien, il faut qu'il y mette des moyens supplémentaires pour pouvoir le faire. Sur l'orpaillage illégal, on voit qu'il se rapproche de l'agglomération de Cayenne aussi. C'est dangereux, là? Mais c'est extrêmement dangereux, notamment au niveau de la pollution, puisque vous savez comme moi comment nous sommes alimentés en eau potable. Ce sont nos fleuves, nos rivières, nos criques, et qui sont récupérés par dans les bassins et par les centrales qui nous offrent de l'eau potable. Eh bien, lorsqu'on voit à quelques dizaines de kilomètres des grandes villes, de la grande agglomération du centre littoral, il y a ce spectacle, eh bien, il y a de quoi être inquiet. Le pont de l'Oyapock a ouvert hier aux marchandises pour les camions. Alors c'est sous certaines réserves, sous certaines conditions, mais est-ce qu'on va dans le bon sens actuellement, même si ça a peut-être pris du temps, pour une meilleure circulation des biens et des personnes? Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, j'avais fait passer un rapport au Sénat. Je vous conseille de le lire, et c'est stricto sensu ma proposition qui a été prise en compte à la suite des entretiens, des discussions, des échanges que j'avais eus avec les professionnels qui ne voulaient pas que les transporteurs brésiliens rentrent en Guyane sans qu'il y ait ce qu'on appelle un dépôt de marchandises, un transfert de marchandises sur la partie française. Et c'est normal parce qu'il y a des questions d'assurance qui ne sont pas encore réglées, et donc il faudra veiller à ce que cela se fasse, et qu'il faudra être très prudent. Quand vous allez au Brésil avec votre voiture, il n'y a aucune obligation de prendre une assurance si vous traversez. Les voitures brésiliennes ne sont pas toujours assurées. Il faut éviter justement, il faut que des assurances soient prises. Alors, les Brésiliens protestaient sur le coût élevé. Il y a un différentiel de coût entre le Brésil et la France. Je pense on a trouvé un bon compromis. Il faut que le pont soit ouvert à la circulation pour tous. Il faut que le pont, comme cela avait été souhaité il y a quelques années, soit un lieu d'échange, non seulement pour les personnes, mais aussi pour l'économie et pour les relations entre nos peuples, entre la Guyane et le Brésil. Un pont ouvert, c'est pas forcément la voie à l'invasion économique ou de population. Non, je crois qu'il faut en finir avec ces fantasmes et tout. Il y a des règles, il y a la douane. D'ailleurs, il est plus facile de contrôler un pont que de contrôler des pirogues qui circulent et qui peuvent rentrer dans notre territoire. Je vous rappelle que nous avons 700 km de frontières à partager avec le Brésil. Antoine Karam, qu'est-ce qui s'est passé avec le dragon de la sécurité civile? Vous avez bien évidemment vécu cet épisode, vous êtes monté au créneau. Oui. Comment on a pu en arriver là? Écoutez, moi je ne suis pas président ou dans le secret des dieux de ce qui se passe au niveau ministériel, et puis de ce qui avait été annoncé en off et qui n'avait pas été publié de façon officielle, mais grâce aux informations que nous avions des syndicats au niveau du SDIS, nous avons pu savoir qu'il y avait un risque de faire partir ce dragon, ce qui est inacceptable, inimaginable. D'ailleurs, ça fait 20 ans qu'on réclame un dragon sur un territoire aussi vaste que l'Autriche, 84 000 km². Le faire partir vers les Antilles était tout à fait inacceptable. Et vous avez observé que là, nous avons pu nous mobiliser toutes les forces compactes de ce pays, qu'elles soient politiques, économiques et au niveau de la population. Et je pense que nous avons eu raison de le faire très vite, très vite. Et grâce à notre mobilisation, le ministère a arrêté cette procédure, ce processus d'envoyer un dragon en Martinique, alors qu'en Martinique et en Guadeloupe, il n'y a qu'une heure entre Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Donc le dragon de la Martinique et de la Guadeloupe pourra servir les 2 territoires, quand bien même qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait un dragon pour chaque territoire. On connaît la situation compliquée de la santé en Guyane, avec des difficultés notamment structurelles à l'hôpital de Cayenne. Vous étiez présent lors de l'inauguration du nouveau plateau récemment. Oui. Enfin bon, moi je n'aime pas les inaugurations. Je préfère vous le dire, je suis venu, mais je suis tout de suite reparti. D'ailleurs, les conditions étaient complexes et compliquées parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les couloirs pour entrer dans les salles. Moi, je réjouis qu'il y ait eu un certain nombre de travaux engagés pour améliorer les conditions des patients, mais je rappelle que beaucoup reste à faire. J'ai fait partie des parlementaires et des représentants de la collectivité qui avons signé un accord en 2017 après 75 jours de grève. Et non seulement il faut améliorer les conditions des patients, il faut reprendre un certain nombre de bâtiments, il faut moderniser, mais il faut aussi des hommes. Or, vous savez comme moi
que nous sommes très loin du compte. Il faut des médecins, il faut des infirmières, des infirmiers, il faut des encadrants, il faut du personnel à tous les niveaux pour que cet hôpital ait une image valorisante, pour tordre le cou à l'idée qu'on ne peut pas être bien soigné en Guyane. Vous n'aimez pas les inaugurations, là ça tombe bien, il n'y en a pas eu beaucoup depuis les accords de Guyane. Les chantiers qui ont été annoncés, ils tardent à venir, vous en êtes conscient ? Mais oui, parce que les procédures sont certainement longues, quand bien même que les crédits étaient au rendez-vous et qu'il y a un certain nombre de crédits affectés. Mais pour tout vous dire, vous ne construisez pas un lycée en procédure accélérée, en partenariat public-privé, comme vous construisez un lycée en financement croisé. C'est toujours très long, très difficile. Les concours d'architectes, les études, parfois lorsqu'il faut choisir le foncier, il y en a un sujet bien présent dans nos têtes, c'est celui de Matoury, pose un certain nombre de problèmes. Or, il faut faire quand même très vite, étant entendu qu'il y a beaucoup d'enfants qui risquent de se retrouver devant la porte des établissements non construits à la rentrée. Nous avons un boom démographique tel qu'il faut accueillir les jeunes dans les meilleures conditions et il faut programmer les lycées sont programmés, mais il faut les construire. Il y a d'autres priorités suite aux accords de Guyane ? Bien, la question statutaire, vous ne m'avez pas posé la question. Oui, c'était la prochaine question. Voilà, j'anticipais. Non, mais je pensais à la route, notamment, par exemple, sur la RN1, des aménagements, quand on voit le taux de mortalité. Oui, mais alors j'observe que pour l'instant, l'État ne semble pas avoir pris la mesure de la gravité de la situation. Il faut faire 2 fois 2 voies, il faut faire un doublement du pont. Quand vous voyez ce qui s'y passe, qu'il faut maintenant partir à 5h du matin pour arriver à 7h de Macouria, sur une vingtaine de kilomètres, ça me semble tout à fait incohérent. L'évolution statutaire, on y vient justement, puisque c'est un des sujets d'actualité. Antoine Karam, le président de la République s'est exprimé pour une réforme des collectivités dans les Outre-mer. Certains y ont vu un appel du pied pour accélérer la procédure de la réforme statutaire. Moi, j'ai pris à mon compte une phrase, le droit à la différenciation. Et en prenant à mon compte ce droit à la différenciation, je renvoie à l'histoire la déclaration qu'avait faite le général de Gaulle en mars 1960, lorsqu'il avait dit qu'il était dans la nature des choses qu'un pays aussi éloigné que le nôtre, donc la Guyane, puisse pouvoir bénéficier d'une autonomie proportionnée à son éloignement, à son isolement. Eh bien, plus de 60 ans plus tard, nous sommes dans la même situation. On ne peut pas gérer la Guyane comme on gère la Lozère, le Gard. Je passe mon temps à le dire, c'est une question de bon sens. C'est même pas une question idéologique. La Guyane ne peut pas être traitée comme ces départements ou ces régions de France hexagonales. Alors, une fois pour toutes, la balle est dans notre camp. Si nous arrivons à nous entendre sur un projet cohérent, statutaire, qui puisse nous permettre d'avoir notre propre fiscalité, d'aller générer nos propres ressources, créer les conditions d'un développement économique endogène à partir d'un statut particulier pour la Guyane, que ça soit le 74, un statut sui generis, je dis il faut qu'on y aille, il faut qu'on arrête les susceptibilités, il faut qu'on arrête de jouer la montre. Ça fait, toute ma vie politique a été fondée sur cette question d'évolution statutaire. Vous devez penser que ce n'est pas maintenant que je vais changer d'avis. Oui, mais quand vous parlez de s'entendre, quand on voit que lors des dernières assises, il a fallu presque 2-3 heures pour s'accorder sur une phrase, vous étiez présent ? Oui, j'étais présent, mais ça ne m'inquiète pas. Moi, vous savez, nous avons le sens de la parole, de la palabre. Moi, j'ai connu des congrès qui duraient 3-4 jours et tout, donc l'essentiel, c'est le résultat. Ce qui compte, c'est d'aboutir à un accord entre les différentes composantes qui travaillent dans le cadre du congrès, qui participent aux différentes réunions. Je me rendrai en principe samedi, sauf inconvénient de dernière minute, à la réunion de samedi à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc il avait été décalé d'une semaine. Voilà. D'ailleurs, c'est bien en partie pour cela que je suis rentré. Merci beaucoup Antoine Karam d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie et puis à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Samir Mathieu de FAI Guyane pour cet invité du 7h comme tous les matins sur Radio Pays. Vous receviez ce matin Antoine Karam, sénateur de Guyane, qui nous a parlé de beaucoup de choses, notamment de ce pont entre le Yapock et le Brésil qui nous permet au tout début, tout doucement, d'avoir un minimum d'échanges commerciaux. En tout cas, ça y ressemble de très près ou même de très loin. Samir Mathieu, vous serez de retour dès lundi sur Radio Pays, mais ce matin également, un petit tour sur la une de FAI Guyane. Oui, avec le collège de Maripasoula, un état de deuil permanent, avec un nouveau suicide. C'est le 7e depuis le début de la rentrée.